Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de 15h. Tout de suite, les grands titres. Présidentielle 2016, le président se prononce. Djibouti, Chine-Afrique, de part du président pour l'Afrique du Sud, où se déroulent les sommets Chine-Afrique. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. L'événement du jour, c'est cette réponse adressée ce jeudi 3 décembre au milieu de manifestants qui se sont mobilisés depuis un mois afin de lui exprimer toute leur fierté à les voir tenir les rênes du pouvoir et l'inciter à se représenter pour l'échéance électorale de 2016. Le président sortant a indiqué sans embâche qu'il se plie à la volonté du peuple, d'autant que les pays traversent une période charnière cruciale pour son essor économique et son développement. En dépit de délégations d'opposants aigris sous influence extérieure, j'accepte pour servir de nouveau mon pays et mon peuple. J'accepte pour l'intérêt suprême de la nation, a affirmé le président Guelleh. Le président sortant a également indiqué qu'il n'a épargné aucun effort pour œuvrer en faveur du développement du pays, du progrès social, de la paix et de la stabilité. Et c'est depuis les premiers jours où il a été investi. Pour autant, la mobilisation et la vigilance doivent demeurer des mises jusqu'à la tenue du scrutin, a précisé le président Guelleh. Il reviendra ensuite au peuple souverain d'en décider en toute liberté et avec l'aide du Tout-Puissant, ces objectifs seront atteints. Près de 5 mois nous séparent de la tenue de l'élection présidentielle de 2016 qui aura lieu vers le mois de mars ou le mois d'avril. Écoutons la déclaration du chef de l'État. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جيبوتي أيونتاو عنده كدي لبوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ددويلها دلكينا يرئي وين هوين يرق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers compatriotes, le 1er novembre dernier et durant toute la semaine qui a suivi, vous avez organisé la manifestation la plus vaste que notre pays ait jamais connue. Non seulement cet événement, sans commune mesure, a pu se dérouler sans l'intervention de tout parti politique, mais il restera également gravé dans les annales politiques de notre pays. Car il est à inscrire à l'actif du peuple djiboutien qui a de son propre gré souhaité exprimer sa volonté avec fermeté et détermination. À travers ces gigantesques manifestations qui ne pouvaient pas passer inaperçues aux yeux de la communauté nationale, régionale et internationale, vous avez voulu m'adresser un seul et unique message, celui de voir notre pays poursuivre sa marche vers le progrès. Vous m'avez également interpellé en me demandant d'une seule voix de briguer un nouveau mandat. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé d'apporter ce jour-là la réponse à la question qui m'a ainsi été posée. Chers compatriotes, vu la période charnière que traverse notre patrie, vu notre mobilisation et le soutien sans équivoque, vu la situation régionale, j'ai décidé de me plier à votre volonté en acceptant de briguer un nouveau mandat lors des prochaines élections présidentielles. J'accepte ainsi de servir à nouveau mon pays et mon peuple, de poursuivre la reconstruction nationale en cours, d'œuvrer sans relâche pour un devenir meilleur et de me sacrifier pour l'intérêt suprême de notre nation. Chers compatriotes, je pense sincèrement de n'avoir épargné aucun effort en faveur du développement de notre pays, et cela depuis le jour où vous m'aviez confié le destin de notre pays. Je pense également que les inlassables efforts consentis tout au long de cette période ont à ce jour donné des résultats tangibles. Chers compatriotes, le prochain scrutin doit vous servir d'heureuse opportunité pour confirmer avec autant de fermeté votre volonté exprimée le 1er novembre dernier. En votant massivement en faveur du progrès, de la stabilité et de la paix, vous aurez infligé un échec cuisant aux forces extérieures hostiles à notre développement ainsi qu'à leurs représentants locaux.
Ces derniers mettent toutes leurs énergies pour maintenir notre pays dans le sous-développement et la pauvreté inhérente, de ternir l'image de notre pays en déformant en permanence la réalité. Enfin, je pense qu'en implorant le Tout-Puissant de nous accorder son aide, nous finirons par atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Inch'Allah ta'ala, waxaan anigu yaqiinsanahay inaan guuleysanayno dalkeennu ha noolaado shacbigeenna casiimkiina ha noolaado. Assalaamu calaykum wa rahmatullah. Convaincu de sa stature d'homme d'État, de son leadership politique, de ses capacités à poursuivre ses avancées dans tous les domaines de développement de notre pays, le peuple djiboutien a exhorté avec enthousiasme et une profonde sollicitude le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à poursuivre son œuvre et à reprendre le règne du pays. Pour illustrer cet appel du cœur, voici un commentaire signé d'Ahmed Humed qui nous donnera plus de détails sur les progrès accomplis et les perspectives de développement. Nous l'écoutons. La réponse est finalement tombée, ravissant les cœurs de très nombreux Djiboutiens. Après une mûre et sereine réflexion qui lui a permis d'analyser tous les aspects positifs et points contraignants d'une nouvelle soumission de sa candidature au suffrage universel et la poursuite de son action à la tête de l'État, le président Ismaël Omar Guelleh a enfin tranché. Il s'est plié aux sollicitations d'un peuple qui l'acclame. Il n'a pu se dérober et mettre en sourdine les puissants appels des masses populaires qui ont, à de multiples reprises, investi les rues de la capitale, défilé dans toutes les villes du pays pour lui dire de s'engager, lui prouver leur attachement à sa personne, à sa stature d'homme d'État et à son leadership politique. Ils l'ont convaincu qu'il reste le meilleur garant de la stabilité du pays et de l'unité d'un peuple dans toutes ses composantes ethniques. Ils lui ont manifesté leur enthousiasme à le voir poursuivre son œuvre pour le bien-être de tous, rechignant à brader l'avenir. Ils lui ont notifié qu'ils sont fiers des progrès accomplis et des perspectives de développement qui pointent à l'horizon avec la mise en chantier d'une multitude de projets d'envergure, de projets qui dessinent ou préfigurent Djibouti de demain. Il s'agit notamment de 4 nouveaux ports, de 2 aéroports, de 2 nouvelles voies ferrées, d'un nouveau corridor routier nord Tadjoura-Balho, auquel s'ajoutent bien sûr de très nombreux autres projets touchant les secteurs de développement de l'électrification, de l'urbanisation, du tourisme et de l'éducation, entre autres. Sont toutes des investissements massifs qui réconforteront la place de Djibouti comme plaque tournante des marchandises conteneurisées, de centres commerciaux et financiers, d'un lieu stratégique pour la logistique et les services, notamment pour les navires de guerre, d'un point de raccordement essentiel pour les communications internationales. Enfin, en l'incitant à répondre à leur appel, les Djiboutiens, dans leur grande majorité, ont signifié au président sortant qu'il reste leur choix. Un choix de raison. Il a dû acquiescer pour continuer à servir une nation en devenir. Après avoir participé à la COP21 Climat à Paris, aux côtés de plus de 150 chefs d'État et de gouvernement, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris ce jeudi la direction de Johannesburg en Afrique du Sud, où il prendra part au second sommet sur la coopération Chine-Afrique. À l'ordre du jour, l'identification de nouveaux secteurs de collaboration et de partenariat gagnant-gagnant entre les pays africains et la Chine. Écoutons encore une fois Ahmed Humed. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est attendu
ces jours-ci au second sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui aura lieu du 4 au 5 décembre à Johannesburg en Afrique du Sud. Il participera aux travaux de cette rencontre aux côtés de son homologue chinois Xi Jinping et d'une cinquantaine d'autres de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Dédié au lancement d'un rythme encore plus soutenu dans les échanges entre la Chine et les pays d'Afrique, le second sommet du Forum sur la coopération entre la Chine et l'Afrique intervient 10 années après la première édition qu'il a vu naître. Il aura pour principal ordre du jour l'identification de nouveaux secteurs de collaboration et de partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et les pays africains. En clair, ce forum sommera la Chine et l'Afrique de dépasser le cap, certes réussi, d'entretenir de partenariats autour de la construction d'infrastructures de base telles que les routes, les voies ferrées et les aéroports. Dans la redéfinition stratégique des partenariats entre la Chine et l'Afrique à laquelle dispose ce sommet, les pays du continent. Dans la redéfinition stratégique des partenariats entre la Chine et l'Afrique à laquelle dispose ce sommet, les pays du continent noir souhaitent l'instauration d'une coopération plus accrue dans le domaine de l'industrie et de la modernisation de l'agriculture. Ils souhaitent aussi bénéficier d'un plus grand transfert de technologie. Les pays d'Afrique entendent concrètement que ce transfert de technologie se déploie à travers l'attribution d'un nombre plus important de bourses à leurs étudiants en Chine et à travers la formation sur le tas dans les structures que la Chine possède sur le continent, un effectif plus conséquent de cadres et de techniciens intermédiaires africains. La Chine sollicite quant à elle un renforcement de son statut de partenaire privilégié d'Afrique. Elle entend jouir d'un cadre légal encore plus prononcé pour la facilitation de son commerce avec les pays africains. Pékin souhaite aussi l'émergence d'une plus grande solidarité sino-africaine dans les instances internationales, notamment au sein des pays signataires de la Convention des Nations Unies pour le changement climatique. La ville sud-africaine de Johannesburg, qui abrite les travaux de ce sommet, croule ces jours-ci sous le poids des préparatifs liés à l'accueil et à la sécurité des délégations présidentielles étrangères qui prendront part au second forum sur la coopération Chine-Afrique. Plusieurs structures administratives de la ville se sont vues transformées en stands de confection de badges pour participants au sommet Chine-Afrique. Les artères principales de la ville sont ornées à la faveur de l'événement de spots lumineux et de banderoles souhaitant tous la bienvenue aux illustres invités. Les routes sont nettoyées plusieurs fois par jour et un important personnel affecté à la propreté et à l'hygiène procède en permanence au ramassage de détritus sur la voie publique. La sécurité est renforcée aux abords des hôtels qui abriteront les délégations officielles étrangères participant au sommet Chine-Afrique. Poursuivons toujours les nouvelles du pays. Sous la présence du député Charmaké Moussa Aré, la commission des finances de l'économie générale et du plan s'est réunie ce jeudi 3 décembre 2015 dans la salle de commission du Parlement. Cette réunion était consacrée à l'examen de deux projets de loi suivants. Projet de loi numéro 115 de l'année 2015 portant appropriation des comptes financiers de l'électricité de Djibouti pour l'exercice 2011. Projet de loi numéro 116 de l'année 2015 portant appropriation des comptes financiers de l'électricité de Djibouti pour l'exercice 2012. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Ali Yacoub Mahmoud. Au terme de la réunion, les députés ont émis un avis favorable à l'adoption de ce texte de loi à la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Un atelier d'information et de promotion pour l'agenda de développement et les objectifs de développement durable pour 2030 s'est tenu aujourd'hui dans la salle de conférence de l'UNFD. L'objectif de cet atelier est de partager des idées autour de débats fructueux. Le principal thème de cette rencontre étant les programmes de développement durable pour 2030. Ces programmes sont au cœur de tout débat en tout ce qui concerne l'avenir commun aux nations du monde. On prépare à cet atelier la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa, la représentante de la Kautar, Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche, la sociologue Mme Souleima Majildi, le représentant des organisations de la société civile et des institutions publiques. Ensuite, la sociologue a présenté les objectifs de développement durable aux participants sous forme d'une projecteur. Finalement,
projection plutôt. Finalement, les participants ont poursuivi les travaux en entamant une série de discussions autour du même thème. Sous l'impulsion de la première dame et présidente de l'UNFD, son Excellence Mme Khadra Mahamoud Haït, notre organisation défend un modèle de développement humain qui donne à toutes et à tous les mêmes possibilités de se réaliser socialement, politiquement et économiquement. À l'aube du 3e millénaire, il est parfaitement évident qu'un développement durable n'est possible sans qu'il soit associé la moitié féminine de l'humanité. C'est pourquoi donner aux femmes et aux jeunes filles le moyen de réaliser leurs aspirations à un développement durable est une impérieuse nécessité. On marque une petite pause pour vous transmettre le Adhan del Asr. On se retrouve juste après l'Adhan. Toujours la nouvelle du pays, l'ambassade du Japon à Djibouti a organisé hier soir au Djibouti Palace Kempinski la commémoration du 92e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon. Cette soirée des commémorations s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Are, le directeur national de la sécurité publique, Hassan Saïd Kéré, le ministre délégué chargé de la coopération internationale, Ahmed Ali Silay, les commandants de la marine nationale Abdelrahman Aden Cher, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti Tom Kelly, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti Joseph Silva, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Humet, les membres du Parlement ainsi que d'autres hauts responsables civils et militaires. La commémoration du 92e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon a débuté avec l'hymne national de deux pays amis qui entretiennent des relations bilatérales séculaires. Par ailleurs, l'art de la coupe traditionnelle du Japon jouée par les membres des forces d'autodéfense a été au rendez-vous et par la même occasion une danse Eiza qui est une danse traditionnelle du département d'Okinawa a été jouée avec des tambours. Depuis le mois de mars 2009, le Japon possède une base militaire permanente où les forces d'autodéfense japonaises assurent la surveillance maritime tout en luttant contre la piraterie. Le Japon apporte son aide à la République de Djibouti dans divers domaines, à savoir la construction des infrastructures publiques comme par exemple les écoles, mais aussi le développement du capital humain avec des formations. Ces 18 dernières années. Moi-même, en tant que nouvel ambassadeur, je suis arrivé cette année, début août. Vous savez, depuis 2009, le Japon s'est engagé à la lutte contre la piraterie avec la présence des forces d'autodéfense ici à Djibouti. Le Japon joue son rôle en but d'assurer la liberté et la sécurité de la navigation maritime et ainsi de maintenir la paix et la stabilité régionale. À cet égard, à mon nom et au nom du commandant-colonel Furucho, qui est à côté, je tiens à remercier les plus sincères aux autorités égyptiennes ainsi qu'aux forces étrangères stationnées à Djibouti pour votre précieuse collaboration. Cette année, nous avons constaté la multiplication des échanges bilatéraux entre nos deux pays. La coopération de développement est un autre pilier de nos relations bilatérales, portant sur 3 axes: l'infrastructure socio-économique, le capital humain et la stabilité régionale. L'Association de développement et de protection de l'enfant a besoin, ADBED, a accueilli hier des membres de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, y compris Mme Elsa Amaya Kelly, la femme de l'ambassade Tom Kelly, Mme Joya Stark, attachée culturelle, et Mme Alexis, la responsable des affaires politiques, pour une cérémonie des dons de livres et de matériel scolaire. Écoutez le détail dans ses commentaires.
L'association de développement et de protection de l'enfant à besoin a obtenu son statut le 2 mars 2015. Elle accueille 65 enfants normaux recueillis de rue qui ont des besoins divers et variés afin de permettre à ce jeune à besoins spéciaux de travailler dans une ambiance de classe avec le minimum des contraintes. L'association accueille également 23 enfants à besoins spéciaux qui demandent une évacuation à l'étranger et 220 autres figurent sur la liste d'attente à travers une organisation américaine dénommée Friends of Africa Volunteers et avec le développement du personnel du camp Lémonier, des fournitures scolaires et du matériel comprenant des cahiers, des crayons de couleurs et des trousses sont distribués aux enfants. Les personnels du camp Lémonier et de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti ont salué les efforts de l'association de développement et de protection de l'enfant à besoin pour toutes ces actions en faveur de ce jeune ainsi que le courage de Mme Saada Moumine d'avoir lancé cette association pour venir en aide aux personnes vivant avec cette infirmité parmi lesquelles sont les plus vulnérables jeunes à Djibouti. Nous sommes honorés d'être parmi vous aujourd'hui pour remettre un don en faveur de ces enfants intelligents et motivés. Nous savons que leurs besoins sont divers et variés, mais nous pensons que ces gestes de générosité qui viennent du personnel du Camp Lémonier et de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti puissent donner à ces dernières l'occasion de travailler dans les conditions optimales. Nous avons octroyé des livres pour aider ces jeunes à exercer davantage leur talent dans le domaine de la lecture. Grâce à ces fournitures et livres et avec le soutien d'enseignants dévoués à leur côté, nous savons que ces jeunes gens seront mieux placés pour réussir. Actualité hors de nos frontières à présent, une fusillade a éclaté mercredi à San Bernardino en Californie, dans un centre de services sociaux faisant au moins 14 morts et 17 blessés. 2 suspects, un homme et une femme, ont été tués par la police, tandis qu'un autre homme a été arrêté. Selon la dernière conférence de presse de la police, 2 suspects, un homme et une femme, ont été tués dans un 4x4 noir par la police lors d'un échange de tirs sur un axe routier. Il portait une tenue paramilitaire et était équipé de fusils d'assaut, d'armes de poing et peut-être d'explosifs. Un autre homme qui a été vu en train de s'enfuir a été arrêté. La police n'a cependant pas encore établi de lien entre cet homme et la fusillade. Par ailleurs, il a indiqué que la police menait des perquisitions dans une maison dans la ville des Redlands, à une quinzaine de kilomètres de San Bernardino. Les personnes visées participaient à une réunion festive de services de santé. Une dispute a alors éclaté, a dit le chef de la police, et un des convives a quitté le lieu. Il n'a pas précisé si cette personne était impliquée. Le président américain Barack Obama a adressé ses condoléances aux familles de victimes, déplorant des scènes qui se répètent à travers les États-Unis et sont sans équivalent ailleurs dans le monde. Le bilan de cette fusillade est le plus lourd depuis les carnages perpétrés en décembre 2012 dans l'école de Sandy Hook à Newton, d'où 26 personnes avaient trouvé la mort, dont 20 enfants de CP. Fin de journal, on se retrouve dans quelques minutes sur le Focus avec Bonjour et bienvenue à nouveau sur ces Focus avec Ferdous Hussein. Bonjour Ferdous. Alors Ferdous, qu'est-ce que tu as préparé cet après-midi pour le public? Bonjour à tous. Pour ce Focus de cet après-midi, je vous ai préparé tout d'abord, nous allons parler des premières frappes britanniques en Syrie. Quelques heures à peine après le feu vert du Parlement britannique, la Royal Air Force mène ses premières frappes contre l'État islamique en Syrie. 4 tornades ont quitté cette nuit la base d'Akoriki à Chypre. Ils étaient équipés de missiles guidés par laser, censés faire toute la différence selon le Premier ministre David Cameron. L'une des cibles pourrait être Raqqa, la capitale désignée de l'État islamique en Syrie. Des frappes autorisées à ce hier soir par la Chambre des communes. 397 députés se sont prononcés pour les frappes en Syrie contre
contre 223, une majorité acquise après une dizaine d'heures de débat grâce notamment au ralliement d'une partie de l'opposition travailliste. Notre deuxième sujet, ça va être le sport. Nous allons parler de la nouvelle vague d'arrestations contre des responsables de la FIFA. La justice américaine ne lâche rien. De nouveaux responsables de la Fédération internationale de football ont été arrêtés ce matin à Zurich, en Suisse, selon le New York Times, qui a révélé l'affaire ce matin. Ces arrestations visent des responsables anciens, comme des nouveaux, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Le problème, les autorités suisses confirment 2 arrestations de responsables de la FIFA pour corruption. Aucune identité n'a pour le moment été communiquée. Une nouvelle vague d'arrestations intervient alors que la FIFA s'est réunie en comité exécutif hier. Le comité exécutif en cours est censé se pencher sur les réformes envisagées par la FIFA pour retrouver de la crédibilité. Ces nouvelles arrestations interviennent notamment en outre au lendemain du 5e anniversaire de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Cette nouvelle attribution au centre des enquêtes et cristallise les soupçons de corruption. Et pour notre dernier sujet, nous quittons la Terre pour nous rendre dans l'espace. Lisa Pathfinder sur le pas d'Einstein. Le lancement réussi de la fusée Vega à son bord, la sonde européenne Lisa Pathfinder destinée à préparer la mise en place d'un futur observatoire spatial chargé de détecter les ondes gravitationnelles. La sonde va d'abord tourner 2 semaines autour de notre planète avant de s'élancer vers sa destination finale de 1,5 million de kilomètres de la Terre. Elle atteindra 6 semaines plus tard. Pendant 6 mois, Lisa Pathfinder testera des technologies destinées à permettre de détecter les fameuses ondes théorisées par Einstein. Le physicien a établi que sous l'effet de la force gravitationnelle, la matière en mouvement courbe l'espace-temps. Elle déclenche cependant des ondes qui vont se déplacer dans l'espace. Espérons que ça se réussisse. C'est toujours un test. Merci Ferdous pour tous ces détails. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. Au revoir.